Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue pour un tout nouveau Ciné-Converse. Oui, je sais, ça fait longtemps et pourtant je suis de retour et pour une très bonne raison car souvenez-vous, il y a un an sortait la vidéo On cause de Super Mario Bros le film et un an plus tard, précisément ce mercredi 1er avril, est sortie sa suite Super Mario Galaxy. Alors, je vais pas vous faire l'affront de représenter Super Mario Bros le film, la vidéo est disponible, allez la voir si vous le voulez. Mais je suis allé voir en tout cas Super Mario Galaxy et je sais que beaucoup de gens attendaient ma critique avec impatience et la voici. Alors, quand même, je recontextualise, la critique sera séparée en trois parties. Une partie sans spoiler composée des qualités du film et des défauts du film, et ensuite la troisième partie du coup sera une partie avec spoiler où j'explique beaucoup mieux le film, j'explique beaucoup plus, je m'attarde sur les détails, les choses comme ça, voilà. Donc, les timecodes sont disponibles dans la dans la description si vous voulez aller plus vite. Et sur ce, je vous laisse tout de suite avec la critique. Alors, Super Mario Galaxy, c'est toujours un film chapeauté par Nintendo, animé par le studio Illumination et réalisé, encore une fois, par Aaron Horvath, à qui on devait du coup le premier film, mais aussi le film Teen Titans Go et la série aussi, oui, je crois que c'était la série, je suis peut-être pas sûr. Bref. Donc c'est une suite directe au premier film, et raconte l'histoire du coup de Bowser Jr. qui vient sauver son père Bowser, détenu dans le royaume champignon, plus précisément par Mario, Luigi, Peach, tout ça. Voilà. La première grosse qualité que j'ai à relever de ce film, c'est les musiques. Dans ma précédente critique, je disais que voilà, on était vraiment sur des compositions pas originales en fait, on était sur la playlist de Tata, et là, pour ce film, on n'a pas la playlist de Tata, je suis très heureux, il n'y en a même pas une seule, on est vraiment sur la composition originale, et les musiques sont vraiment bien, un peu comme le jeu de base, hein, Super Mario Galaxy, est surtout connu, je pense, pour ses musiques, qui sont vraiment cool, en plus d'être un des meilleurs jeux Mario, je crois. Mais bref, donc du coup, très heureux d'avoir des bonnes musiques tout au long du film, remake, je sais pas, mais en tout cas, c'était très intéressant et surtout elles accompagnaient très bien l'histoire. Ensuite, je trouvais les thématiques plutôt intéressantes, notamment celle de Bowser qui est du coup la thématique de la rédemption, celui de vouloir réellement changer, et tout du long du film, t'as cette espèce de morale grise où tu te dis est-ce qu'il fait exprès, est-ce que il est toujours méchant mais essaye de se débarrasser de Mario, il joue de la fourberie, voilà, tout ça. Et du coup, je trouve le parti pris plutôt intéressant parce que déjà ça met du suspense, ça rajoute du suspense au film parce qu'en tant que spectateur, on se méfie toujours de Bowser, mais aussi, c'est un thème qui est pas très souvent exploré dans le cinéma, c'est-à-dire celle de la rédemption des personnages. Très souvent, c'est des personnages à qui on force la rédemption. Et là, pour le coup, ça vient quand même de lui-même. Même si on nous dit noir sur blanc que oui, c'est Peach qui force un peu le truc. Ensuite, je trouve ça plutôt intéressant, même que le film se contextualise dans le développement de l'univers de Mario, en fait. On n'est pas sur... en fait, si vous n'avez pas vu le premier film, vous n'allez pas être largué, puisque comme les gens qui ont vu le premier film, vous allez découvrir en même temps qu'eux, toute une nouvelle galaxie en fait. Là, on s'attarde pas sur le royaume champignon, on s'attarde sur beaucoup plus loin, et je trouve ça génial. Donc ça, c'est même très intelligent d'avoir fait ça, puisque au moins les gens ne se sentent pas largués. Et surtout, Bowser Jr. en meilleure qualité du film. Je pèse pas mes mots, je trouve que Bowser Jr. est un incroyable antagoniste. Parce que, et c'est là que je trouve ça super, parce que déjà c'est un personnage qui est original, donc, alors pas original, c'est bien sûr, on le retrouve dans les jeux, mais je parle d'originalité dans son caractère. C'est-à-dire qu'il a son propre caractère, ses propres objectifs, il est très différent de Bowser. Et même, je trouve ça trop bien qu'il soit pas mis en opposition face à nos héros, mais face à Bowser lui-même. C'est-à-dire dans ses thématiques, il est en opposition avec Bowser et le remet en cause. Donc,
c'est un très bon antagoniste. Et en dernier point positif, je vais pouvoir parler du rythme, parce que le rythme va pouvoir me faire faire la passation avec les points négatifs. Le rythme est plutôt bon, ça s'enchaîne très vite, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est vraiment fun, on découvre tout le temps quelque chose, il y a tout le temps un truc au dernier plan. Je trouve que vraiment le rythme est plutôt bien foutu pour un enfant hyperactif. Mais quand t'as un spectateur lambda qui vient voir réellement un film, et là on passe au point négatif, t'as pas le temps de respirer. T'as pas le temps de te dire ok, posez-vous s'il vous plaît, et même pour le film en fait, bah ça lui met des civils quoi, genre ça lui fait plein de croche-pattes parce que à force d'avoir un rythme trop frénétique, t'as pas le temps de poser ton cadre et de parler de ton histoire, de tes personnages. Il y a pas le temps pour rien. Et vous allez voir, c'est pas le seul truc qui vient faire chier le film. On est avec une histoire qui est trop condensée, un rythme trop frénétique, des personnages qui ne s'opposent pas, et surtout une narration qui part dans tous les sens, putain de merde. Je ne pèse pas mes mots, ça part dans tous les sens, mais c'est abusé. Moi, je me sens perdu. En tant que spectateur, à la fin je vais même le dire, on va même parler de l'éléphant dans la pièce tout de suite, le dernier tiers du film. Alors, les 2 premiers tiers du film racontent une histoire qui part dans tous les sens, qui n'arrive pas à se poser, certes, mais bizarrement, l'histoire se pose dans le dernier tiers, donc là où toutes les intrigues doivent se résoudre. Et bah bizarrement, c'est le pire moment du film, parce que tout est bâclé. Et je vais pouvoir vous introduire la politique des auteurs. Alors, la politique des auteurs est une politique qui est introduite par Vincent Truffaut, je sais plus quand, voilà, il existe des articles sur internet, allez chercher, j'ai pas tout en tête. Et qui, vulgairement résumé, signifie que un film appartient à son réalisateur. Et que du coup, un film ne se consomme pas simplement en tant que film, mais aussi dans la filmographie de son réalisateur. Par exemple, James Cameron, Abyss, c'est moyen, mais recontextualisé dans la filmographie de James Cameron, ça prend beaucoup plus de sens. Et Nintendo vient faire un énorme doigt d'honneur à cette politique des auteurs, puisque comme le premier film où ça se ressentait vraiment que c'était une énorme pub, même si celui-ci n'est pas une pub, je vais en parler après, on ressent vraiment que dans le dernier tiers du film, Aaron Horvath et même Illumination est complètement dépossédé du film, qu'il ne le maîtrise plus du tout. C'est-à-dire que tout devient bâclé pour faire un film nul, en fait. Juste pour finir un film qui doit être fini. Et c'est super dommage, parce que, oui, le film est aussi plongé dans une avalanche de fanservice. Et c'est là que c'est dommage, puisque, en fait, on a une bonne prémisse de développement pour chaque personnage qui se retrouve éclipsé même tout du long du film par la présence d'un fanservice abusif, et je parle pas de pub, je parle de fanservice, dans un fanservice du coup abusif, et surtout le dernier tiers qui lui vient littéralement broyer tout espoir d'avoir un semblant de développement finalisé, voilà. Donc, et ça c'est très dommage, et c'est en ça que je trouve le film vraiment moins bon que le premier, et je pense que c'est de là d'où viennent les très mauvaises critiques du film. Désormais, on va pouvoir passer à la partie spoiler, où comme ça je vais pouvoir beaucoup plus argumenter ce que j'ai à dire et ce que je pense du film. Alors, le film raconte du coup l'histoire, Super Mario Galaxy raconte l'histoire de Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Todd et plein d'autres personnages très secondaires qui vont partir explorer la galaxie pour retrouver Harmony qui a été kidnappée par Bowser Jr. Et je vais pouvoir un peu vous parler de tous les personnages. Alors, je vais d'abord vous parler des personnages dont on n'a rien à foutre, c'est-à-dire Todd. Voilà, Todd est un sidekick assez ridicule et
très inutile puisqu'il fait très peu mouche, contrairement au premier film où vraiment on avait des petites vannes qui étaient rigolotes. Je pense surtout à Ouah, l'engin qui était vraiment rigolo. Yoshi qui est littéralement une peluche ambulante et c'est très énervant parce que c'est vraiment, ça sent le achète ma merde. Voilà, Yoshi c'est un achète ma merde ambulant et c'est très agaçant, c'est un personnage qui est extrêmement agaçant. Ensuite, on a Luigi qui, à part au début du film dire qu'il a la dalle, il est pas nécessaire, franchement, il est pas nécessaire. Et ensuite, on va rentrer dans les vrais persos avec Harmony. Harmony qui, elle, est juste un MacGuffin. C'est littéralement un MacGuffin. Elle a 5 minutes d'écran à tout péter et 3 répliques. Elle est assez chiante, mais elle a une importance via Peach, mais vraiment, elle est pas développée, elle est pas montrée, elle a aucune interaction avec les autres personnages. C'est juste Harmony. Voilà, c'est tout ce qu'on sait d'elle. Ensuite, on a Mario. Mario, on part sur un postulat qui est quand même plutôt intéressant. Alors que j'hésite un peu quand je dis intéressant, parce que c'est pas très vrai non plus, c'est banal en fait. Mais pour parler d'un perso sur lequel tout a déjà été raconté dans le premier film, je trouvais ça cool, puisque Mario, le but de Mario, lui, c'est de pécho Peach. Oui, je sais, ça vole pas haut. Mais attendez, c'est de pécho Peach, sauf que le souci dans le film, c'est que ça pourrait être cool, vu que l'objectif... Puisque Peach, elle, quitte le château très tôt dans le dos de nos protagonistes, et du coup, Mario, Luigi et tout se retrouvent, eux, à aller chercher Peach, plus qu'aller chercher Harmony, parce qu'ils sont pas au courant que toute l'intrigue tourne autour d'Harmony. Et du coup, Mario, lui, il doit retrouver Peach, pas juste parce que c'est la princesse, mais parce qu'il doit lui avouer ses sentiments. Et à part 3 petits moments, et encore je crois qu'il y en a que 2, ils interagissent pas tant que ça. Et t'as pas le sentiment d'avoir une vraie progression relationnelle entre les deux. Il se passe rien. Ça reste une relation qui est quand même plutôt platonique. Il y a quelques fois où voilà, il y a un peu du maladroit, tout ça. Ah, c'est mignon, ils sont maladroits. Mais bah, ça aboutit jamais, notamment à cause du dernier tiers du film. Ensuite, on a du coup Peach. Peach, j'ai quand même beaucoup de choses à dire sur elle, parce que elle, on a l'idée de se dire, ok, là on est une princesse, bon dans le premier film on a fait une princesse forte, avec du caractère, nanana, et on a à peine survolé son passé. Est-ce que ce serait plutôt cool d'aller découvrir du coup son histoire? Et bah c'est là encore je trouve ça plutôt intéressant. C'est-à-dire on va essayer d'explorer le passé de Peach. Sauf qu'à part 2 scènes, vraiment 2 scènes, on n'explore pas plus que ça son passé. Et du coup, on apprend son passé un peu par hasard, sur un coup de bol, tout d'un coup. Genre... Deus Ex Machina. Vraiment, le livre qui raconte l'histoire de Peach, c'est un Deus Ex Machina ambulant. Donc en fait, Peach, un peu au début du film, elle a un souvenir voilà, de Harmony qui la tient avant qu'elle aille dans un tunnel pour Jérusalem. Et, pour ceux qui ont vu la vidéo de base. Et du coup on se dit, ah putain, donc Harmony c'est sa mère, nanana, ok, c'est intéressant. Bon, j'espère que ça va être plus exploré. Et vers la fin du film, donc avant le dernier tiers du film, vraiment à la fin, on a d'un coup Peach qui atterrit du coup sur la planète d'Harmony, et elle y trouve un livre où tout est raconté. Donc on a tout le passé de Peach. Et alors en plus d'être super décevant, même si j'ai plutôt bien aimé la ref au Petit Prince, c'est super décevant parce qu'en fait c'est juste 2 sœurs qui vivent ensemble, qui sont les filles de l'univers et qui ont un super pouvoir magique. Quand elles se touchent, elles font de l'herbe. Voilà. Osez me dire qu'on se fait pas chier avec cette histoire. Et en fait, sauf que ça nous est révélé d'un coup. Donc en fait, on a que 2 scènes où Peach découvre son passé. Une scène où on l'introduit, et une scène où on explique tout d'un coup. Il n'y a pas d'évolution.
il n'y a aucune évolution. Ça aurait été bien en fait, de répartir cette évolution au fur et à mesure. C'est-à-dire, hop là, on commence avec un petit flashback où, waouh, d'un coup, waouh, putain, Harmonie, ok, cette femme-là, elle me dit un truc. La petite étoile qui vient la voir et qui dit, oui, Harmonie, nanana, Prince Peach, vous êtes la seule à pouvoir libérer Harmonie, c'est votre sœur, nanana. Ah, comment c'est ma sœur? Donc ça motive l'héroïne, elle part, nanana. Elle voit la fiche de recherche, elle se remémore du coup des petits moments, donc, comme par exemple quand elle touche sa main, tu vois. Et petit à petit, tu vois, il y a une évolution. Et à la fin, quand on lit le livre, on connaît toute l'histoire, et déjà, le spectateur, il a été préparé à ça. Sauf qu'il n'y a pas toute cette amorce. Il manque une amorce. Il manque une amorce à la révélation de qui est Harmonie et qui est Peach, en fait. Et ça, c'est le truc, tous les personnages sont expédiés de cette manière. Et c'est là qu'on va passer aux deux autres personnages que j'ai pas encore parlé. Bowser et Bowser Jr. Alors, je vais parler de eux ensemble parce que c'est pertinent. Alors, Bowser, lui, sa trame narrative, c'est très simple. C'est un personnage qui est en pleine rédemption. Et c'est vraiment très fun. Je trouve qu'ils ont plutôt bien... Non, en fait, ils ont pas parlé bien du truc. Mais l'idée est bonne. C'est-à-dire, on a un méchant qui va évoluer de telle manière à ce qu'il devienne gentil, un peu comme un Vegeta. Sauf que Vegeta, c'est un manga, c'est une série, il y a le temps. Là, on est sur un film d'1h30, on n'a pas trop le temps. Mais ça peut se tenter, ça peut se faire. Bowser, on le connaît déjà, on n'a pas besoin de le réintroduire. Voilà, on a juste besoin de le redévelopper. Et donc, du coup, en vrai, ça marche bien. Au début du film, ça marche bien parce que même nous, on se demande... Ah, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il ment pas? Est-ce que c'est pas encore un coup pour se débarrasser de Mario, tout ça, regagner son pouvoir? Et petit à petit, en fait, tu finis par y croire et te dire « Ah, mais peut-être qu'il est honnête, tout ça ». Et du coup, avant le dernier tiers du film, encore une fois, Bowser Jr. retrouve son père. Il lui montre tout ce qu'il faut montrer, nanana, donc sois fier de moi, regarde, j'ai accompli tout ce que tu voulais accomplir, voilà, je suis ton fils et je t'aime, tu vois. Et Bowser est fier de son fils, mais aussi, il s'est pris d'affection pour Mario et Luigi. Donc il a pas envie non plus de les exterminer. Et donc il y a toute cette hésitation et tout, où on le sent vraiment sincère, bloqué entre deux mondes. Et moi je me dis, en voyant ça, ok, il va y avoir un ressort narratif dans lequel Bowser va renier son père, et du coup Bowser va devenir littéralement un protagoniste, mais un peu déchiré, qui va être forcé d'affronter son fils pour rester pertinent dans son développement, ou alors Mario va poutrer la gueule à Junior, et Bowser, ça va tellement l'énerver qu'il va dire « dégagez, nanana, me reparlez plus, voilà, je redeviens méchant. » Et donc je me suis dit qu'on allait atterrir là-dessus, sauf que non, parce qu'arrivé au dernier tiers du film, on découvre le gros canon. Et le gros canon, c'est une raison suffisante pour faire de Bowser un méchant. Voilà. Jamais j'aurais misé jamais j'aurais misé la fin du développement de Bowser sur un gros canon. Voilà. L'enjeu est le gros canon. Faut aller se faire enculer. Et du coup, Bowser Jr. dans tout ça, c'est le meilleur personnage du film. C'est un personnage qui est vraiment fun. C'est un personnage qui a un caractère qui est vraiment très atypique. Moi, j'adore ce genre d'antagoniste qui est très mouvementé, qui est vraiment purement malsain, qui est vraiment pur evil. Et voilà, il va à fond quoi dans son trip de je suis le méchant quoi. Il y va à fond, il fait tout ce qu'il peut, il le fait mieux que son père. Mais faites un film sur lui en fait. Je me suis dit tout du long. Et genre même la manière qu'il se bat et tout, bref, tout est stylé avec Bowser Jr. Et il a pas de défaut. Son seul défaut, en fait, c'est
Bah c'est le film dans lequel il est. Le défaut de Bowser Jr., c'est qu'il est dans un film qu'il ne mérite pas. Dans un film qu'il ne met pas en avant parce que, et là on va passer à, je pense, le pire point du film, dans un film qui est rempli de fanservice. Parce que oui, pour le coup, il y en a beaucoup. Alors, je parle de fanservice et non pas de marketing. Dans le premier film, le truc qui revenait le plus souvent, c'était quand même, là, c'est une énorme pub pour toute la licence Mario Bros. Là, on n'a pas ce truc-là. Je trouve qu'on n'a pas beaucoup. À part avec Yoshi qui vraiment pue le marketing à des kilomètres, je trouve que là, on repose beaucoup plus sur du fanservice. C'est-à-dire, on va faire plein de références à l'univers Mario, plein de références à même l'univers de Nintendo, mais un univers de Nintendo qui n'est plus d'actualité. Star Fox, il n'y a plus de jeux qui sortent, à moins que je me trompe. Rob, c'est la vanne de, voilà, il tourne très lentement, faut l'avoir, quoi, tu vois. Les Pikmin aussi, je ne veux pas souvenir qu'il y a un Pikmin qui est sorti récemment. On est noyé dans une avalanche de fanservice et de fanservice. Et en fait, ça fait que du coup, on a un bordel narratif, et surtout, nos persos sont noyés dedans. Et donc, où est-ce qu'on met la place pour raconter une histoire, développer nos thèmes et nos personnages? En fait, il n'y a plus de place. À la fin, il n'y a plus de place. Et c'est là que du coup, je vais revenir sur la politique des auteurs. Nintendo, durant le dernier tiers du film, a complètement dépossédé Aaron Horvath et même toute l'équipe qui a travaillé sur le film de l'œuvre qu'ils étaient en train de faire. Donc, Mario Bros, Super Mario Galaxy, n'est pas un bon film. Il est pire que le premier, parce que le premier au moins avait la décence d'être plutôt amusant et de pas te sortir du film. Mais là, il y a tellement de fanservice et le dernier tiers, je lâche pas l'affaire avec ce dernier tiers, mais vraiment, il faut que vous vous rendez compte que ce dernier tiers est infâme. Il expédie tout, il bâcle tout, Vraiment, on n'est plus du tout dans le même film. Vraiment, c'est plus du tout ce que j'ai commencé à regarder, tu vois. Donc, Super Mario Galaxy, c'est pas un bon film. Non seulement c'est pas un film pour enfants, c'est pas un bon film tout court. Après, est-ce que je passe un mauvais moment ? Non, quand même pas. J'ai beaucoup aimé le fanservice, notamment de Star Fox, que je trouve génial, et j'ai envie d'avoir un film sur Star Fox, j'avoue, je l'ai trouvé plutôt cool. Mais j'en vois pas l'intérêt. Le film n'a aucun intérêt, et surtout, à cause de son dernier tiers, le film ne raconte rien. En tout cas, du moins, il essaye de raconter des choses, mais il ne va jamais jusqu'au bout. Donc, on se retrouve avec un film qui ne raconte rien, qui ne conclut rien, qui ne veut rien dire. Et ça, c'est un gros problème dans le cinéma d'aujourd'hui, c'est-à-dire que les films sont faits sans grandes idées. En fait, le but, il est purement mercantile, mais ça, c'est un truc que je peux pas reprocher, puisque c'est une guerre c'est une guerre démocratique qui a été perdue depuis très longtemps face aux géants de l'industrie. Les films ne sont plus des films artistiques. Maintenant, c'est purement du marketing, c'est purement celui qui brassera le plus. Et le problème de Super Mario Galaxy, c'est qu'il fait suite au deuxième plus grand succès des films d'animation. Voilà, il faut recontextualiser aussi là-dessus. Le film fait suite à ce que pour beaucoup imaginaient être le meilleur film d'animation de ces dernières années, parce que les chiffres l'ont montré. Sauf que le souci, c'est que les critiques, elles sont là. Et les critiques, j'espère qu'elles vont continuer et qu'elles vont se rebeller contre ce film Mario Bros. Et je vais même aller plus loin et je vais parler de la communauté. Parce que quand je suis sorti de la séance, voilà, comme à chaque fois, je vais sur Twitter, Letterboxd, tout ça, parce que j'avais quand même envie de parler du film.
Et j'ai regardé un peu toutes les critiques qui ont été faites. Et surtout, juste après, j'ai vu un argument qui revenait plusieurs fois. Et je suis allé sur Discord pour parler avec un pote qui est fan de Mario. Enfin, avec lequel on a un petit délire sur Nintendo, tout ça. Et un de ses potes m'a sorti un truc et m'a dit « Oui, mais c'est Mario. Faut pas s'attendre à une grosse histoire. » Ah mais non. Non. C'est pas vrai. Et ça, c'est un argument qui est ressorti très souvent sur Twitter, sur Letterboxd. Non, c'est pas vrai. C'est comme ouais, mais c'est un film pour enfants, ça va. Non, c'est pas excusable. Quand le Super Mario Galaxy, le film, est un film. Super Mario Galaxy, le jeu, est un jeu vidéo. La différence, elle est là. Dans un jeu vidéo, tu es acteur. C'est toi qui interprètes le personnage. Tu t'identifies au personnage que tu contrôles. C'est toi qui commets les actions, c'est toi qui réussis les niveaux, c'est toi qui découvres l'univers. En tant que spectateur, et tu regardes, tu admires, et surtout, on te raconte une histoire. Donc si dans un film, il n'y a pas d'histoire, le film n'a pas grand intérêt. En tout cas, si, ça peut être possible. Mais s'il a quelque chose à raconter derrière. Sauf que là, Mario n'a rien à raconter, parce qu'en vrai, il n'y a vraiment pas d'histoire. C'est vraiment un fourre-tout. Et ça, je m'en suis rendu compte parce que il y a plein de tropes narratifs, enfin, il y a plein de références aux autres jeux Mario. Que ce soit Mario 2, que ce soit Mario Galaxy, que ce soit Yoshi Island, que ce soit Mario Sunshine, que ce soit... ça emprunte à chaque Mario qui ont existé dans le jeu vidéo ludique. Donc en fait, et c'est là que je m'en suis rendu compte, Super Mario Galaxy est un fourre-tout. Et c'est pour ça qu'il ne fonctionne pas. Il y a un cahier des charges qui était trop élevé, et je pense aussi que c'est de la faute de l'équipe qui ont voulu faire un film avec passion. Sauf que le souci, à force d'être trop passionné aussi, on oublie comment on fait. Alors peut-être être plus mesuré, même si pour la suite, on a l'arrivée de Daisy, et je pense que le film sera beaucoup plus calme, parce que, à vrai dire, ils en ont tellement fait dans Super Mario Galaxy, que je sais pas du tout ce qu'ils vont devoir raconter par la suite. Et c'est donc sur cette belle critique que je vous quitte. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et ce ciné-converse, voilà, j'espère que ça vous a plu. Je compte reprendre les vidéos petit à petit. Bien entendu, les On Cause 2 vont revenir. Jib participera bien entendu de temps en temps, il participe pas tout le temps, voilà. Déjà faut réussir à l'invoquer, et en plus de ça, faut qu'il ait envie. Donc voilà. Mais voilà, j'aimerais bien faire un On Cause 2 sur Free Guy. J'avais aussi Five Nights at Freddy's que je voulais faire, Terrifier, mais je pense que je le garderai plus pour des ciné-converse ou autre. Je vais aussi faire venir des guests pour parler cinéma, donc que ce soit des réalisateurs, des réalisatrices. J'ai réussi à choper quelques contacts au courant de l'année, et je vais essayer de les faire participer à un ciné-converse pour qu'on puisse parler de cinéma tout court. Sur ce, je vous remercie énormément, et n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à activer la cloche, voilà, je me transforme en vrai youtubeur. J'ai aussi un compte TikTok, voilà, sur lequel je poste. Je voulais aussi faire des lives sur Twitch. Le souci, c'est que j'ai une box 5G dans un appart lugubre à Marseille. Du coup, je peux pas faire de live. Et faut vraiment, un jour, je montrerai l'état de mon bureau sur lequel je travaille, mais c'est infâme. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais des gros bisous. Et on se dit à la prochaine pour un On Cause 2, ou même peut-être un nouveau format que j'avais envie de faire depuis très longtemps. Il y en a 3 qui sont écrits, donc qui sait, peut-être qu'ils verront le jour. À voir, j'ai un peu la flemme de faire le montage comme d'habitude. Sur ce, je vous fais des gros bisous.